Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais quelques remarques préliminaires à faire. Donc, comme l'a dit le professeur Catoire, je viens de soutenir très récemment, en novembre dernier, ma thèse de doctorat. Pendant ce doctorat, je me suis intéressée à un sujet qui est celui de la gestion des crises et plus particulièrement du rôle du droit dans la gestion des crises. Et j'ai essayé de comprendre quelle était l'interaction du droit avec la société et comment il influençait le rôle du Conseil de sécurité dans la gestion de la crise. Donc pendant toute cette période de travail de thèse, j'ai développé une certaine appétence pour la compréhension de la règle de droit, bien sûr en tant que juriste, mais surtout de la règle de droit en interaction avec la société. D'où la conférence que je vous propose aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en France, dans le monde de la recherche en droit, il y a peu pour le moment encore de recherche qui cherchent à établir et à comprendre le lien de la société avec le droit. C'est quelque chose qu'on étudie un peu plus au Québec, où il y a des courants de sociologie du droit qui sont assez importants maintenant. Et c'est quelque chose aussi qu'on étudie pas mal aux États-Unis, avec un courant que vous devez sûrement connaître, qui est le behaviorisme. Donc, le behaviorisme, en quelques mots, c'est une approche à la base psychologique, où on doit se concentrer sur le comportement de l'individu pour essayer de comprendre son interaction avec la société. Et c'est ensuite ça a été ensuite une théorie utilisée par les économistes pour comprendre le comportement individuel dans le domaine de la consommation, pour en fait essayer de comprendre quels étaient les facteurs psychologiques, sociaux, cognitifs et émotionnels qui allaient influencer le consommateur dans sa décision, enfin le consommateur ou l'individu dans sa décision économique. Il y a eu pas mal de prix Nobel, Nobel d'économie, qui étaient du courant en behaviorisme, notamment Daniel Kahneman, qu'on reverra tout à l'heure, ou en théorie des jeux, celui que vous connaissez sûrement, qui est John Nash. En droit et en relations internationales, on s'est aussi intéressé au courant behavioriste. On a essayé de comprendre les limites du choix rationnel, donc en droit international ou dans la résolution de la crise. Donc aujourd'hui, je vais proposer une approche un peu différente de celle qui a pu être proposée par les behavioristes, par rapport à l'approche du droit et du lien avec l'émotion. Je vais m'intéresser en fait à la problématique du bouc émissaire, la théorie du bouc émissaire qui a été développée par le philosophe, René Girard, qui est décédé en novembre dernier, et c'est un peu pour ça aussi que j'ai été amenée à revoir un peu ses travaux et du coup à lire l'ouvrage du bouc émissaire. En fait, c'est un ouvrage qui s'intéresse plus particulièrement à la notion de bouc émissaire, mais dans les mythes. Et aussi, donc, on s'intéresse au rôle persécuteur dans la mythologie. Mais c'est quelque chose qui, en fait, comme René Girard cherche à comprendre le mécanisme de crise et montre que le bouc émissaire sert à proposer des solutions à la crise, je trouve, nous intéresse tous aujourd'hui énormément. C'est vrai qu'on a vécu les attentats terroristes donc, en novembre dernier, en janvier. On est quand même dans une situation relative de crise et on a besoin de trouver des réponses. Et on va voir que les mécanismes qu'on va utiliser et que les pouvoirs publics utilisent aujourd'hui nous font penser à ce mécanisme de bouc émissaire de René Girard. Alors l'objectif, c'est pas forcément de faire une conférence où moi je vais parler et vous allez juste noter. J'aimerais que ce soit un peu plus dynamique et du coup ce que je vous propose de faire, c'est régulièrement, je vais proposer une question et que tout le monde puisse en débattre pour que moi je puisse aussi apprendre de ce que vous connaissez. Donc je pense que ça peut être enrichissant pour tout le monde. Du coup,
je passais donc à la présentation du plan de la conférence. Il se fera donc en 2 parties, et après, avant introduction forcément et conclusion. Une première partie où je vais expliquer un peu plus ce qu'est le bouc émissaire et ce qu'il implique pour la problématique de la déchéance de nationalité. Et ensuite, dans la deuxième partie, je montrerai en fait l'importance du bouc émissaire dans la gestion des crises. Donc en introduction, en sciences juridiques, mais également dans la société, en général, on estime que le droit est quelque chose de très rationnel et sans affect. Et c'est justifié par la mission du droit. Le droit, il sert à quoi ? Il sert à réguler les comportements de la société. Il sert à proposer des réponses claires aux conflits. Donc il apporte vraiment une réponse définitive qui va permettre d'apaiser la société après un conflit social particulier. Donc du coup, si le droit est rationnel, c'est parce qu'il est le moteur de la paix sociale. On se rend compte de cette rationalité du droit dans la plupart des artifices qu'il y a autour du droit en fait. Le juge et l'avocat disposent d'une robe qui leur permet de prendre une distance noble avec le reste de la société et avec les émotions. On s'aperçoit aussi que dans une salle d'audience, en général, on a une disposition un peu particulière où le juge va être dans une position aussi de distance par rapport à la personne qui est jugée. Donc en fait, c'est le principe de iram furiam non novit. Le droit ne connaît ni la colère, ni la peur. Du coup, en fait, on se rend compte que le droit, que l'émotion, plutôt, n'est qu'un fait pour le juriste, et un fait qui informe le droit quand il en a besoin. Il est un fait comme tous les autres faits qu'on peut retrouver au moment de prendre au moment de décider. Et donc je vous disais qu'il y avait des artifices qui nous montraient qu'il y avait quand même une distance du droit avec l'émotion, mais il n'y a pas seulement des artifices, il y a aussi des grands principes qui ont été établis qui vont rappeler ce rapport de distance. On sait très bien que la règle de droit ne peut pas être modifiée sur mesure, elle doit servir à l'ensemble de la société. Elle est du coup impersonnelle, abstraite, elle est générale et elle s'applique uniformément. Le principe d'égalité, c'est le principe moteur du droit. Le droit, du coup, il y a une certaine indépendance et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un impératif de sécurité. On se rend compte que le droit, il est vraiment là pour apaiser la société, pour répondre aux conflits de la société. Du coup, cette rationalité, elle est vraiment importante parce qu'elle assure la constance de la société, la durabilité de la société, et surtout, elle permet d'éviter les discriminations au sein même de la société. Mais on se rend compte quand même que les hommes qui font le droit, que ce soit les législateurs ou les juges, ou même les scientifiques du droit, elles sont tous des hommes. Et si on est un homme, finalement, l'émotion est là. On est influencé tous les jours dans notre vie quotidienne par l'émotion. On se rend compte que c'est difficile de démêler les éléments rationnels ou irrationnels. Dans la vie de tous les jours, on s'en rend compte. Je sais pas, moi par exemple, je suis en retard, je décide de courir pour rattraper mon retard. Est-ce que c'est rationnel ? Est-ce que c'est irrationnel ? On peut se poser la question, finalement. Rationnel, oui, parce que je vais gagner du temps. Irrationnel, je vais arriver, je vais être mouillée, je vais peut-être perdre mes moyens, etc. Bref. Donc du coup, on se rend bien compte que les émotions et la raison s'entremêlent dans la vie quotidienne. Et du coup, en droit, c'est un peu la même chose. L'émotion et la raison s'entremêlent. Ce qui fait dire que le droit, si on le pense rationnel, c'est plutôt parce qu'on cherche à établir une utopie régulatrice. On doit tendre vers l'idée de la raison, mais tout en sachant très bien que, bien sûr, on sera quand même mêlé à l'émotion.
Alors on s'en rend très bien compte de cette importance de l'émotion dans le droit, dans des études qui ont été menées par des juristes américains sur la breakfast justice. On s'est rendu compte en fait que les décisions des juges étaient influencées bien sûr par les faits, mais étaient aussi influencées par l'heure de leur dernier repas. En fonction de l'heure de ce dernier repas, vous alliez vous retrouver avec des décisions plus ou moins sévères en fonction de ce qu'avaient pu commettre les personnes. On se rend compte aussi également de cette émotion dans la manière dont on choisit les jurés aux États-Unis. Le profil psychologique, il est fondamental. On va choisir tel ou tel juré parce qu'on aura imaginé que, vu ses conditions de vie, vu son histoire, vu sa culture, etc., il va plutôt dire que la personne est coupable ou au contraire va plutôt pencher vers une décision de non-culpabilité. Du coup, là, on se rend compte à nouveau, c'est ça, que le caractère psychologique est fondamental dans la décision de justice. Et plus proche de nous, parce que là j'ai montré 2 exemples américains, on se rend compte que très souvent, les décisions judiciaires sont contestées dans la société. Oh, la peine est trop lourde, oh, la peine a été trop légère. Finalement, on proteste et on estime que la justice fait mal son travail. Parce qu'on a une idée de la justice, on s'est fait nos propres émotions par rapport au cas, et du coup, on se crée cette illusion que voilà, les juges n'ont pas fait leur travail comme il faut. Du coup, on se rend bien compte que nous sommes des êtres évolués, certes, dotés d'intelligence et de raison, mais que nos fonctions grégaires et nos besoins vitaux viennent influencer dans le processus de création ou après de décision de justice. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal, l'émotion, cette réaction primitive qui va influencer notre vie et nos décisions, on peut la comprendre. Et là, je fais appel aux travaux de Daniel Kahneman, qui est un économiste dont vous avez parlé en tout début en remarque préliminaire, qui a été prix Nobel d'économie, et qui, lui, a justement essayé de comprendre le fonctionnement, le processus de décision. Et il s'est rendu compte que le processus de décision, en fait, il est dual. Lui, il parle de système 1, système 2. Il y a toujours une interaction entre donc, l'intuition et la pensée rationnelle. En fait, le système 1, qui est plutôt l'intuitif, qui agit rapidement, va permettre de suggérer quelque chose au système 2, qui, lui, va accepter ou rejeter cette suggestion. Lui va prendre le temps de réfléchir. Un exemple concret aussi, peut-être pas dans la vie quotidienne, mais qui est celui où vous tordez la cheville, votre pied va se redresser automatiquement. Votre cerveau va tout de suite envoyer du coup une information, votre cheville va envoyer une information directement à votre cerveau qui va vous faire réagir. Mais redresser le pied, si vous aviez dû réfléchir, peut-être que finalement ça n'aurait pas été la bonne démarche, parce que redresser son pied peut aggraver dans certains cas du coup le problème de la cheville. Donc du coup on voit bien cette interaction entre l'émotion et la raison qui se côtoient toujours. Et dans l'évolution constitutionnelle, pas de chance, vous n'aurez pas de PowerPoint, malheureusement, on n'a pas pu trouver de solution. Donc, donc je vous disais, donc, dans l'évolution constitutionnelle, du coup, elle va être elle aussi soumise à cette problématique d'interaction entre émotion et raison. On va se rendre compte d'ailleurs que ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi lorsque l'émotion elle est maîtrisée. Aujourd'hui, toutes nos notions de morale, d'éthique, d'humanité, elles sont construites justement grâce à nos émotions. Et après, de ces émotions, on a pu construire une théorie plus rationnelle pour expliquer pourquoi il est important, par exemple, de ne pas tuer, de protéger son prochain, etc. Attendez, je vais peut-être... C'est pas très pratique. Alors,
sans le PowerPoint. Et du coup, donc, dans la révision constitutionnelle, qui propose d'ajouter un article, qui proposait de modifier l'article 34 de la Constitution en proposant une déchéance de nationalité qui viserait les personnes qui ont été condamnées pour un crime qui constitue une atteinte grave à la vie de la nation. On retrouve cette interaction entre émotion et entre raison. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. Et en fait, on le voit surtout, finalement, bon, le texte qui modifierait l'article 34, il n'a rien de particulièrement émotif, il paraît plutôt raisonnable. On nous dit, je vous le relis, la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne née française qui détient une autre nationalité, peut être déchue. J'ai oublié un petit mot. Donc, quelqu'un peut être déchu de la nationalité française lorsqu'elle est condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Bon, on voit tout de suite quelque chose d'assez réfléchi, d'assez posé. Par contre, quand on regarde les motifs de la révision constitutionnelle, donc les motifs qui sont intégrés dans le projet de révision, là, il en va autrement. Je vous cite du coup les deux paragraphes qui m'ont paru intéressants. Donc le projet dit « La France a été durement frappée », donc durement déjà, qui appelle plutôt à l'émotion, durement frappée par de lâches attentats. 130 personnes sont mortes, des centaines sont blessées, et alors là, le summum, parfois à jamais. Donc on se rend compte que dans les motifs, on en appelle tout de suite à l'émotion pour essayer de justifier cette déchéance de nationalité. Finalement, on se rend compte que la méthode rationnelle n'est peut-être pas forcément la même, alors du coup, on joue sous l'aspect émotif. Et il en va de même pour le deuxième paragraphe que je voulais lire, où on dit « Il en va fondamentalement ainsi pour ceux qui commettent des actes de terrorisme et frappent aveuglément des victimes innocentes. Ceci répond à un objectif légitime consistant à sanctionner les auteurs d'infractions si graves qu'ils ne méritent plus d'appartenir à la communauté nationale. » Et là, à nouveau, c'est pareil, on joue plutôt dans les motifs. Alors, pour appréhender, du coup, cette révision constitutionnelle, comme je vous le disais dans mes avant-propos, et là, maintenant, j'arrive vraiment plus dans le vif du sujet, je vais utiliser la théorie du bouc émissaire de René Girard, qui est, du coup, comme je vous le disais, un philosophe et anthropologue français, mais qui a étudié aux États-Unis, notamment à Stanford, et qui est, du coup, décédé en novembre dernier. Donc, lui, du coup, il s'est intéressé à cette problématique du bouc émissaire. Le bouc émissaire, on sait un peu tous ce que c'est. Le bouc émissaire, c'est cet individu ou ce groupe d'individus qui est innocent et contre lequel tout le monde va s'acharner. Et pourquoi on s'acharne contre lui ? C'est pour essayer de s'exonérer d'une faute qu'on a commise ou pour masquer un échec de la société. Donc, du coup, il reprend cette idée de bouc émissaire, mais il la théorise et il crée un véritable système interprétatif qui nous permet de comprendre le fonctionnement et le développement de la société et qui va nous permettre ici de comprendre un peu mieux la logique de la révision constitutionnelle. Alors du coup, on va passer au vif du sujet, mais avant de partir sur ma première partie comme forme de transition, je voulais vous demander, pour vous, qu'est-ce que l'émotion ? Et surtout, comment pensez-vous que l'émotion va se concrétiser à travers le droit ? Est-ce que vous en avez une idée ? Est-ce que vous voulez revenir dessus ? Est-ce que vous avez peut-être des idées ou vous avez l'impression que l'émotion a conduit directement à l'adoption d'une loi sans véritable réflexion rationnelle ? Donc si vous pouviez me donner vos avis là-dessus, ou si vous voulez revenir sur des choses qui ont déjà été dites dans l'introduction, je vous écoute. Non ? Qu'est-ce que c'est l'émotion finalement ? Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce qui caractérise une émotion ? Ouais. L'instantanéité, une émotion c'est à court terme. Ouais, c'est à court terme. La rationalité, ça demande du temps. Ouais, tout à fait, ouais. À quoi ça vous fait penser finalement ? Émotion, sentiment. Tout à l'heure je vous disais, l'émotion pour le droit, c'est qu'un fait
Et l'émotion dans le droit. Est-ce que vous avez des idées justement d'interaction directe de l'émotion dans le droit? Des lois qui auraient été adoptées ou Ouais. Donc il y a une loi dans le code pénal qui pénalise le fait de huer la Marseillaise lors d'un match de foot. Ouais. Ça avait été pris juste après un événement similaire. Et on se rend compte quand on analyse le texte que ça ne prend pas en compte. Ça veut mettre en cause les personnes qui n'honorent pas un symbole national, mais ça ne prend pas en compte les autres symboles. Ouais. Donc elle est incomplète. C'est ça, finalement on se rend compte que là on ne respecte pas le principe de loi générale, et etc. Et c'est vrai que moi j'avais aussi été assez étonnée. Il y a eu un gros débat dans la société quand on avait adopté la loi sur le voile. Et d'ailleurs la loi sur le voile qui ne disait pas son nom puisque c'est la loi interdisant la dissimulation du visage dans les lieux publics. Et qui là, de nouveau, ne visait finalement qu'une minorité de personnes. Et on pouvait se demander, finalement, est-ce que c'est véritablement raisonnable comme loi? Est-ce qu'elle était nécessaire pour assurer un certain équilibre dans la société, pour assurer... Et là, en fait, quand on veut répondre à la question, finalement, est-elle raisonnable et est-elle nécessaire pour pouvoir assurer une certaine paix sociale, mais on peut se dire oui et non. Et finalement, les réponses qu'on va pouvoir émettre favorablement, donc si on dit oui, la loi est efficace, ces réponses-là, on verra qu'elles sont plutôt émotionnelles que véritablement fondées sur des rapports, sur des arguments raisonnables. Oui. Tu as parlé de droit aux États-Unis. Ouais. Et donc, il y a un instance très célèbre quand Justice Brandeis a écrit que le droit constitutionnel, le freedom of speech, ne veut pas dire que tu as le droit de hurler « fire » dans un cinéma, qui était le cas, dans un cinéma plein de clients. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et puis, maintenant, le décès de Justice Scalia, tout le monde a lu là-dessus, et il était... accusé souvent d'être trop émotionnel dans ses arrêts et ses décisions dans la cour, qu'il n'était pas un juriste correct, honorable. Ouais, du coup c'est ça, on voit que c'est difficile de savoir jusqu'à quel point il y a émotion et à partir de quel moment il y a raison. Parce que tu parles là d'avortement. Et parce qu'il y a un arrêt maintenant, on discute aujourd'hui, hier, il y avait les plaidoiries sur avortement pour la première fois depuis 10 d'années, et là c'est plein de conflits sociaux. Oui, tout à fait. Émotionnels. Ouais. Donc du coup c'est ça en fait, c'est là qu'on voit que le droit c'est quoi? C'est pas quelque chose de rationnel, mais c'est plutôt du coup une espèce de synthèse des différentes réactions de la société et des différentes appréhensions de la société. Enfin, on le dit souvent, le droit finalement c'est quoi? C'est une représentation abstraite de l'état de la société. Rien d'autre sur l'émotion, sur le... si vous n'avez rien d'autre à dire, moi je reprends la parole et je vais continuer, du coup je vais vous présenter la première partie et donc là je vais m'intéresser à la logique du bouc émissaire véritablement et à son influence sur le processus de déchéance de nationalité. Donc, comme je vous le disais pendant l'introduction, novembre dernier, le 13 novembre, ça a été une période un peu douloureuse pour la France, les attentats. Ça participe
la destruction, entre guillemets, de la société. Et du coup, les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment-là? C'est intervenir pour chercher à ressouder la population et à lui donner un certain espoir pour qu'on puisse continuer à avancer. Et dans une démocratie, ce moteur pour reconstruire la société et pour, je disais tout à l'heure, apaiser du coup les relations sociales, c'est le droit. Et on se rend compte que du coup, lorsqu'il y a une perturbation, et notamment lorsqu'il y a des crimes qui sont commis, on en appelle au droit pénal pour sanctionner et pour punir. Mais le problème, c'est que on se rend compte que dans certains cas, ce droit pénal, quand le choc a l'air tellement intense, il apparaît pas forcément suffisant. On peut se demander d'ailleurs si c'est pas une des raisons qui avait poussé à éliminer directement les terroristes après Charlie Hebdo. Est-ce que l'élimination, elle était conditionnée parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, ou plutôt parce qu'on ne voulait pas que soient utilisées ensuite les juridictions, qu'il n'y ait pas ensuite de débat contradictoire dans lequel on aurait pu réfléchir justement sur les causes du terrorisme, sur la responsabilité des personnes, la responsabilité de la société. Et aujourd'hui, on a aussi l'impression, avec cette révision constitutionnelle, qu'on considère que ce droit pénal, il n'est pas suffisant. Et qu'on pourrait utiliser la Constitution comme sorte de balise, comme sorte de point de repère, pour essayer de réinsérer une sorte de communion entre les Français, un rapprochement entre les Français, pour qu'ils puissent continuer à aller de l'avant. C'est quelque chose qui se fait régulièrement, parce que, en général, après une dure crise, après une guerre, on se rend compte que généralement on cherche à modifier les institutions de l'État et soit on adapte, soit on crée une nouvelle constitution pour avancer. Et en fait tout ça, ça participe à la résilience de la société. La résilience de la société, c'est en fait cette capacité de la société à absorber une perturbation, à se réorganiser et à continuer à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu à la base de perturbation. C'est du coup la capacité que peut avoir un système comme la société à conserver un certain équilibre et du coup à dépasser toutes les contraintes qui pourraient intervenir et qui pourraient venir le bouleverser. Et l'avantage de la démocratie, c'est qu'elle est souple et du coup elle est très résiliente. Parce qu'une démocratie, elle est construite sur l'existence de débats contradictoires et surtout sur la mise en valeur de la décision consensuelle. Donc comme on est en débat permanent, finalement, on va débattre tout le temps des problèmes de la société et on va toujours chercher à trouver une solution consensuelle qui va permettre à nouveau de, à chaque fois, ressouder la population autour d'une idée qui va lui permettre d'avancer. Et du coup, ici, comme je vous dis que le droit, on ne sait pas trop comment il peut interagir, quand il y a un choc aussi énorme que les attentats de novembre dernier et de janvier dernier aussi, comment quand même essayer d'adapter la société et de lui permettre d'absorber le choc et de se réorganiser. Ici, on va voir que il semblerait bien que ce soit le processus qui se soit passé quand on a voulu réviser la Constitution, dans le processus de révision de la Constitution. Et ça s'appelle, c'est ce que Henri Atlan, qui est un philosophe et intellectuel, qui a notamment été directeur de l'EHESS, il parle du processus de l'évitement de la crise. En fait, on se rend compte que quand on a une crise aussi grave que celle qu'on a connue,
quand on a une crise dont il est difficile d'identifier les véritables causes, c'est vrai qu'ici, les causes, elles sont quoi? Elles sont externes, elles peuvent être internes, elles peuvent être dues à la société elle-même, elles peuvent être le cas de personnes uniques. On doit quand même avancer en prenant une décision rapide. Donc du coup, on ne peut pas se permettre d'analyser toutes les causes possibles et imaginables qui permettraient de comprendre l'attentat terroriste. Du coup, les pouvoirs publics, ils utilisent une voie alternative pour agir. Et ils vont agir sur une variable qu'ils ont l'impression de pouvoir contrôler. C'est en fait un espèce de mécanisme qui se met en place, un mécanisme réducteur d'autodéfense, de protection, par lequel on va identifier des perturbations qui sont connues et qui sont stéréotypées. Et René Girard, il nous dit que ces perturbations connues ou stéréotypées, souvent on les résume à identifier un groupe d'individus contre lequel on va pouvoir déverser toute notre haine tout en se ressoudant autour de lui. Il parle de stéréotypes persécuteurs et donc du coup c'est le bouc émissaire. Et l'avantage de ce bouc émissaire, c'est que on n'a pas besoin d'argumentaires construits et étayés pour venir soutenir sa culpabilité. Du coup, il peut très bien être une cause réelle ou une cause tout à fait symbolique. Et ici, il semblerait que ce soit les binationaux qui commettraient des crimes particulièrement graves pour la société, pour la vie de la nation, qui pourraient être du coup identifiés comme des boucs émissaires. En fait, l'avantage d'identifier les binationaux, c'est qu'on identifie qu'un petit groupe de personnes responsables et que du coup la vie de la société peut continuer. Si je vous dis ça, c'est parce que il faut quand même savoir que là on cible le problème des binationaux, mais dans les derniers attentats, donc du 13 novembre, on se rend compte que dans les personnes qui sont décédées, oui, il y avait les 9 terroristes, mais aucun n'était binationaux. Et par contre, que dans les victimes, il y avait quand même 23 victimes qui étaient binationales. Donc du coup, là, on peut se demander, est-ce que la cause, elle est rationnelle ou est-ce que la cause, elle est émotive? Pourquoi on en est arrivé, du coup, à cibler ces binationaux? Alors, pour comprendre un peu mieux ce qu'est le bouc émissaire, je vais vous rappeler quelques critères identifiés par René Girard. Il faut savoir, et vous verrez que à nouveau, les binationaux semblent à chaque fois illustrer ces critères. On se rend compte que le bouc émissaire, il faut qu'il soit à la fois suffisamment distant de la communauté, mais aussi suffisamment proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit être distant parce que c'est quand même quelqu'un qu'on va sacrifier. Du coup, on ne pourra pas sacrifier quelqu'un avec qui on partage trop. Donc il faut établir une certaine distance. Et en même temps, il doit être proche parce que va s'exercer un espèce de lien cathartique. Finalement, un lien libérateur. On va on va en fait rechercher dans le bouc émissaire le moyen de dépasser le choc que l'on aura vécu. Le bouc émissaire, en fait, c'est une espèce de victime expiatoire des problèmes de la société. Et donc ce bouc émissaire, il a cette première caractéristique. Et il a ensuite une autre caractéristique qui est le fait qu'il soit soit une personne faible, soit, si c'est un groupe d'individus, qui fasse partie plutôt d'une minorité. Si il doit faire partie d'une minorité, c'est parce que le bouc émissaire, s'il se retourne contre vous, il n'est plus bouc émissaire. Donc on doit cibler des personnes qui sont suffisamment faibles pour ne pas pouvoir venir contredire votre message. Et enfin, et c'est peut-être aussi un des identifiants les plus importants, c'est surtout que la communauté ne doit pas penser que la personne peut être innocente. Il doit être assuré de la culpabilité de ce groupe d'individus, de ce bouc émissaire.
Du coup, on estime toujours qu'il faut quand même qu'il y ait une masse manipulable qui vienne du coup accepter cette idée de culpabilité d'une partie de la population, d'une minorité de la population. Et là, on peut se demander si les médias ne jouent pas aussi un rôle aujourd'hui dans cette identification du bouc émissaire, en fonction de ce qui va être dit, des arguments qui vont être donnés. Est-ce qu'on ne va pas être conduit à se dire « Ah mais oui, c'est vrai, cette communauté-là, mais oui, c'est eux qui qui créent toujours des problèmes. Oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être la condamner directement. » Donc voilà pour les 3 points qui permettent vraiment d'identifier un bouc émissaire. Et donc du coup, l'avantage de ces différents points, c'est qu'ils nous permettent en fait de revenir, de participer à la résilience de la société. En ayant identifié ce bouc émissaire, on peut retourner à une situation quasi proche de celle qui a pu avoir avant les attentats. Il y avait un texte qui était intéressant que j'avais noté. En fait, c'est le premier exemple que donne René Girard dans son introduction. En fait, lui, pour bien expliquer ce qu'est le bouc émissaire, il rappelle le massacre des Juifs raconté au Moyen-Âge par un écrivain de l'époque, Guillaume de Machaut, lors de l'épidémie de peste noire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'était en 1349-1350. Et je voulais vous lire le texte, je ne lirai peut-être pas tout. Je vous le ferai peut-être passer, ça ne sert peut-être à rien que je lise le texte, en plus c'est du vieux français. Je voulais le mettre du coup normalement derrière. Mais en fait, dans les termes qu'utilise Guillaume de Machaut, on voit que pour expliquer les événements, il va culpabiliser la minorité juive à l'époque et il va montrer comment la communauté française, et là c'est dans le nord, l'épidémie elle était vraiment dans le nord de la France, donc le nord de la France, va en arriver à massacrer les juifs. Et il nous explique en fait que à l'époque, pourtant, il y avait quand même si bien sûr la recherche en médecine n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, il y avait quand même déjà quelques scientifiques ou quelques intellectuels de l'époque qui expliquaient que la peste était quand même une épidémie. Mais c'était quelque chose qu'il fallait cacher. Et l'Église, le rôle de l'Église à l'époque, c'était justement d'empêcher les scientifiques d'expliquer que la peste était quelque chose de très rationnel et que c'était une maladie et d'en expliquer les causes. Et du coup, parce que la peste a quand même ravagé la société, il fallait trouver un moyen de reconstruire la société. Et essayer de trouver sa propre responsabilité, ça paraissait pas forcément évident, mais il y avait une minorité qui était assez nantie, qu'on jalousait, qui s'est trouvée là, qui était la première venue, et qu'on a identifié comme un bouc émissaire, et qu'on a rendu responsable de l'épidémie. On disait, Guillaume de Machaut, c'est ce qu'il explique, il explique comment finalement on disait que les Juifs avaient empoisonné les rivières et du coup les populations avaient été à leur tour empoisonnées. Donc on se rend compte que comment un petit événement peut conduire finalement à persécuter une catégorie de personnes sans qu'elles soient véritablement responsables, mais dont on a vraiment la véritable impression qu'elle est responsable. À l'époque, les gens étaient de bonne foi. Ils avaient vraiment l'impression que la communauté juive était coupable et avait empoisonné les eaux. Plus proche de nous, donc aujourd'hui dans le ciblage des binationaux, j'avais aussi un texte. On se rend compte à nouveau qu'on cherche aussi à cibler quand même des populations
même si, et je vais y revenir, je vais le réexpliquer, on a quand même l'impression que le gouvernement, peut-être maladroitement, a essayé de se sortir de cette espèce d'engrenage dans lequel on tombait. J'ai retrouvé un rapport qui avait été fait par une proposition de loi, en fait, qui avait été faite, un rapport sur une proposition de loi, pardon, qui a été faite par un député, député Meunier, qui visait le projet qui visait à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police. C'était un projet d'avril 2013. Et là, on se rend compte que, à nouveau, on veut cibler quelqu'un. Il parle des forces armées françaises au Mali, qui ont arrêté un Français de 50 ans, breton, marié et père de 5 enfants, qui, après s'être converti à l'islam en 1985, avait rejoint avec sa famille les troupes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2012 pour combattre contre l'armée française engagée dans ce pays dans le cadre de l'opération Serval. Et il explique, cet exemple ne fait qu'illustrer un mouvement malheureusement de plus grande ampleur, les départs de ressortissants français, etc. Et on se rend compte à chaque fois que c'est ça. On remet aussi de l'émotion dans le rapport, dans le projet, et on essaie de viser, de trouver une victime expiatoire. Voilà. Je vous disais que finalement, ce ciblage des binationaux, le gouvernement n'a pas volontairement cherché à créer un bouc émissaire. On pourrait même dire que le gouvernement a peut-être essayé d'atténuer l'engrenage qu'on avait pu avoir il y a après les attentats de Charlie Hebdo, où on cherchait véritablement à rendre coupable la population musulmane des attentats. En fait, là, on se rend compte qu'on a essayé de resserrer l'étau en visant quand même des responsables de crimes. Donc quand même quelque chose qui est rationnel et qui est normal. Pourquoi on ne ciblerait pas, pourquoi on ne punirait pas d'une manière forte finalement ces personnes responsables d'attentats et qui ont brisé la vie de populations innocentes. Mais malgré tout, on se rend compte qu'il reste quand même encore dans cette logique, dans cette logique du bouc émissaire. Il y a une auteure française qui est maître de conférence et qui intervient aussi à Sciences Po, c'est Frédérique Leichter-Flack. Elle a écrit un ouvrage chez Qui vivra mourra, qui est assez intéressant et elle explique en fait que dans des situations de crise, mais également parfois dans la vie de tous les jours, on est amené en fait à faire un choix un choix qui peut être tragique en fonction de la situation qui est donnée, des choix immoraux, et où on préfère sacrifier des personnes, un petit groupe de personnes plutôt qu'une population dans son ensemble. Et du coup ça illustre et ça renouvelle un peu l'idée de bouc émissaire de René Girard. Donc du coup, je sais pas quelle heure il est, on se rend compte en fait ici que toute cette logique du bouc émissaire, elle a quand même une utilité particulière. Elle est à la fois un paratonnerre et un pansement pour la société. Elle est là en fait pour canaliser toute l'agressivité de la société et elle est là du coup pour essayer de reconstruire. Tout à l'heure, je vous disais, bon, quand même, c'est vrai qu'on parle de bouc émissaire, c'est peut-être quand même assez violent pour parler d'une révision constitutionnelle. Aujourd'hui, on n'invite pas la population à massacrer les binationaux, comme on a pu le faire, au Moyen-Âge par rapport à la population juive. Mais finalement, on peut se demander si cette forme constitutionnelle d'identification d'un bouc émissaire, elle n'est pas plus pernicieuse. On est une société évoluée et aujourd'hui on se rend compte qu'on va utiliser le droit, qui est quelque chose qu'on l'on pense rationnel, pour cibler directement une population et pour atténuer les souffrances de la population dans son ensemble.
Ça fait penser un petit peu, c'est un peu exagéré ce que je vais dire, mais aux bienveillantes de Little. Donc dans son ouvrage, on se rend compte que l'auteur démontre que les Allemands, au moment du nazisme, sont une population extrêmement éduquée, extrêmement intellectuelle, et ils ont un droit très structuré. Et malgré tout, ce droit, la raison qui est là, l'intellectualisme, va aboutir à un des génocides les plus importants, un génocide très important qui a été celui de la population juive. On se rend compte même que du coup c'est plus fort parce que au Moyen-Âge, on avait seulement des personnes, une population qui décidait de massacrer des personnes. Et ici, aujourd'hui, on a un État qui, dans sa loi, va directement identifier des personnes coupables. Du coup, on peut se demander si on n'a pas là une espèce de limite de la démocratie et si on ne risque pas de courir vers l'arbitraire. Du coup, ce qui m'amène, vu que j'ai quand même beaucoup parlé, à une question et à vous faire réagir. Et vous demander, vous, comme on a parlé de résilience ici, de la population, jusqu'à quel degré pourrait-on aller ou doit-on laisser l'émotion agir finalement pour assurer la résilience de la société? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Est-ce que tu parles là de Boris Cyrulnik? Non. Résilience? Tu Comment parles de résilience là dans quel sens, de Cyrulnik ou conceptuellement ou... Je parle de résilience dans le sens où finalement le droit permet à la société de se réorganiser et de dépasser, de s'adapter aux perturbations qu'il a connues. Ça veut dire de modérer la souffrance. Ouais, du coup en modérant la souffrance. Ouais. À votre avis, finalement, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de bouc émissaire? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est nécessaire à certains moments de l'histoire? Ouais. Moi, je vous suis parfaitement sur le fait que la déchéance de nationalité a pu être l'objectif de montrer du doigt, mais je suis pas certain, là où je m'écarte un petit peu de votre argumentation, qu'elle montre du doigt les binationaux. Je crois qu'en fait, à mon sens, la volonté du gouvernement, c'était peut-être, et vous me direz ce que vous en pensez, de montrer du doigt les terroristes, les Français qui se sont écartés du contrat social, et pas la communauté des binationaux dans son ensemble, puisque assez rapidement, le gouvernement, sentant qu'il allait peut-être perdre 5 millions d'électeurs, a retiré la mention de la binationalité dans le projet de loi constitutionnelle, et aujourd'hui, la version qui est débattue, mais vous le savez sans doute aussi très bien, la version qui est débattue devant les chambres ne comporte plus de référence à la binationalité, et il serait peut-être question au Sénat de rajouter la patridie dans le texte. Donc, bouc émissaire, très certainement, et je pense que ça va vraiment dans le bon sens de ce que vous expliquez, mais vous n'êtes pas la communauté des binationaux dans leur entièreté, mais peut-être la communauté des Français qui a décidé de rompre le pacte social. Mais finalement, quand on cherche à établir une déchéance de nationalité, là vis-à-vis des terroristes, on peut se demander aussi quelle est l'utilité. Parce que si on est terroriste, pourquoi alors, si on est terroriste, c'est qu'on a dans une certaine mesure voulu déjà se détacher de la communauté. Donc alors, qu'on veuille nous détacher de la communauté, à quoi ça servirait? Il y a une certaine... c'est un rapport assez illogique. Donc, finalement, on a des personnes qui sont déjà détachées de la communauté et pour qui une déchéance ne signifie rien. Du coup, on a vraiment juste une idée de déchéance pour le reste, pour rassurer en fait le reste de la population. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut peut-être revenir à l'origine du bouc émissaire, qui est une vieille tradition juive. Et le bouc est innocent. D'abord, c'est la première condition, il est innocent. Donc on ne peut pas prendre un coupable, ou un supposé coupable, il faut qu'il soit innocent. Deuxièmement, il provient de la société même. Et troisièmement, il est envoyé dehors de la cité, puisque émissaire et mitéré, ça veut dire envoyé en dehors. De même que émotion, ça veut dire sortir de soi-même. C'est le « et » qui est important. Donc, le bouc émissaire,
se distingue du sacrificier parce qu'on ne le tue pas. Deuxièmement, il est parfaitement innocent, mais on le charge des péchés de la communauté. Et on ne le tue pas, on l'envoie dehors. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de lui dans cette communauté. Mais il continue à vivre. Oui, mais c'est quand même une certaine forme de sacrifice en le faisant sortir de la communauté, Mais même s'il il n'est a pas un tué. rôle particulier à jouer, Ouais. et il doit quitter la cité. Ouais. Donc c'est pour ça que vous en parlez avec la théorie de Roger Ouais, du coup, il Girard. catalyse tout Donc il ne faut pas faire supporter au bouc, pauvre bouc, l'ensemble des malheurs pour pouvoir faire une comparaison valide. Il y a des limites à cette comparaison. Bon, on sait que c'est parce que René Girard fait partie de sa théorie, de même la théorie mimétique et la théorie du bouc émissaire qu'il a toujours défendue. Mais on ne peut pas tout mettre dans cette catégorie bouc émissaire. Oui, non, bien sûr. Hein. Et donc les sacrifices ont toujours existé avant le bouc émissaire de la tradition juive. Toutes les sociétés traditionnelles, primitives, ont utilisé le sacrifice avec des innocents. Et si c'était pas innocent, ça perdait de son sens. Et donc ça, c'est différent, parce qu'ici, on ne parle pas forcément de gens innocents. On englobe dans cette population qui est rejetée, qui agit comme bouc émissaire, des coupables et des innocents, ce qui n'est pas le cas du bouc émissaire. Oui, par contre, on les utilise quand même pour rejeter aussi notre propre responsabilité. On estime qu'on n'a aucune responsabilité dans ce qui vient de se passer, et du coup, on ne recherche pas les causes réelles. Donc, c'est en ça, en fait, que c'est surtout un bouc émissaire. Même si, oui, bien sûr, c'est vrai ces personnes auront commis des crimes et auront été jugées comme... Mais c'est vrai que du coup, c'est ça qui pose problème. Qui pose problème dans la comparaison. Et alors, je voulais revenir sur votre première partie de l'introduction, sur l'émotion. Cette émotion, elle est collective. Elle n'est pas individuelle. En 1895, il y a Gustave Le Bon, qui est un anthropologue aussi, un prédécesseur, qui a écrit un livre qui s'appelle La psychologie des choses. Il a été très critiqué, mais 10 ans plus tard, en 1905, Freud a repris cette théorie de Gustave Le Bon et l'a défendue. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette époque, c'est-à-dire depuis 100 ans? La médiatisation. C'est la médiatisation qui a transformé ce qui était applicable aux foules, comme psychologie collective, à l'opinion publique. On ne vit pas dans le même monde. On a aujourd'hui une psychologie de l'opinion publique qui se crée non pas avec une foule, c'est-à-dire sur l'agora, sur la place publique, mais derrière un téléviseur ou une radio. Internet. Oui, mais ce qui est... Internet, en plus. Et c'est cette médiatisation qui crée le phénomène collectif. Je vous parlais de l'émotion collective. Sans cette médiatisation, cette surmédiatisation, il faudrait qu'il y ait une foule. Oui, mais on en reste, même si la foule a pris une forme différente, on en reste quand même à du coup, cette espèce d'instinct grégaire où on a l'impression d'être fort parce qu'on est en masse, parce qu'on sait qu'on est plusieurs à regarder les médias, etc. Et que d'ailleurs, on parle des médias, du coup la télévision, mais aussi sur Internet. On se rend compte qu'on peut se défouler sans se sentir responsable et que du coup, on a l'impression que d'autres pensent comme nous et qu'on va pouvoir du coup se rassembler, même si on n'a pas vraiment une cause réelle. On va pouvoir quand même se rassembler et du coup culpabiliser une partie de la population. Mais ça fait la boucle avec la théorie de René Girard sur la théorie mimétique. Ouais, c'est ça. Donc on parle d'une psychologie collective et on boucle dans sa théorie, parce que c'est ces deux théories, oui, tout à fait. le mimétisme et le bouc émissaire. Et c'est pour ça, je crois qu'il faut le dire aussi ici, que René Girard est devenu chrétien. Il n'était pas au départ. Mais il a trouvé que le plus grand bouc émissaire possible, c'était Jésus le Galiléen. Et lui était l'homme qui s'est auto-sacrifié. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu que les gens le condamnent, mais il s'est présenté, c'est vrai qu'il dit, ne sont pas une doctrine religieuse, mais c'est lui qui s'est présenté comme le sacrifié, et c'est lui qui a décidé, son père, dit-il, son propre sacrifice. Et ça pour l'apaisement de la communauté. Et pour prendre tous les péchés du monde. Donc, à l'issue de cette réflexion, Girard, effectivement, s'est converti au christianisme, à cause de ça. Oui, on a un exemple parfait
maintenant avec Edward Snowden. Alors, on a eu le 25 novembre un débat ici sur sécurité liberté. On a projeté le film et Snowden se présente. On dit, il y a certains qui disent qu'il se présente comme un Jésus, qui se sacrifie. Lui, il s'est sacrifié pour les Américains, le peuple. Mais du coup, par contre, là, quand c'est de l'auto-sacrifice, on n'a pas toute cette haine que peut déverser la société. Oui, mais attends, est-ce que ces terroristes expliquent, ils disent que c'est eux qui se sacrifient pour notre univers. Oui, eux aussi ont l'impression de se sacrifier pour défendre une certaine idée de la vie et estimer que notre civilisation est en danger. Oui. Alors, comment est-ce que tu veux interpréter quelque chose comme ça dans le droit? Quasiment impossible. Oui, c'est pour ça que le droit, il doit être là aussi pour organiser le débat et pour essayer de comprendre et débattre et pour qu'il y ait finalement une espèce de décision consensuelle qui se crée et qui dise, voilà, nous on considère que ceci est le droit et que ceci du coup sera hors du droit. C'est l'intérêt en fait de la démocratie. Et pour quand essayer tu parles d'appréhender ce genre de problème. Quand tu parles de psychologie, on a Hannah Arendt, on a discuté beaucoup autour de cette question de banalité du mal, cet aspect psychologique. Oui, et puis oui, Hannah Arendt, elle parle aussi de l'irresponsabilité, du coup. Le fait que finalement, la hiérarchie, le fait qu'on ne se sente pas responsable d'une situation particulière. Et dans le nouveau film documentaire de Philip Sands qui s'appelle My Nazi Legacy, lui, c'est des portraits de deux enfants de criminels. Et dans le cas de Horst van Gechter, lui, qui est le fils d'un de ces grands tueurs, lui, il n'accepte pas la culpabilité de son père. Mais aujourd'hui, c'est ça, souvent, c'est parce qu'on n'accepte pas aussi. L'idée de bouc émissaire, elle se construit comme ça. C'est parce qu'on n'accepte pas sa propre responsabilité qu'on cherche à cibler un coupable, ce qui n'est souvent malheureusement pas coupable. En fait. Mais quelle responsabilité on n'accepte pas par exemple, les attentats qui se sont produits Dans les attentats qui sont produits, il faut comprendre aussi que finalement, les attentats terroristes, ils sont une sorte de réaction. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette réaction. Qu'est-ce qui a abouti à la réaction? En proposant, c'est important de pénaliser, de criminaliser. Je défends pas l'idée inverse. Mais le problème des fois d'essayer justement de cibler qu'une partie de la population, comme ça aide à reconstruire du coup la société, ça ne permet pas à la société de s'interroger sur les sources réelles du problème. Et c'est en ça que c'est dangereux. En fait, on se rend compte, et c'est ce que je voulais développer dans ma deuxième partie, c'est que du coup, on crée un apaisement qui est important et qui est nécessaire, ça c'est sûr, mais qui n'est pas suffisant. Parce que comme on n'a pas tout compris, il va y avoir un moment où on va peut-être pouvoir se retrouver confronté à des problèmes assez similaires. Et finalement, la manière dont on aura traité le problème ne nous amènera pas à proposer une réponse plus performante en fait, à ces problèmes. C'est ça en fait l'idée de responsabilité. Oui, non, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas criminaliser les terroristes. Mais vraiment sur l'exemple précis. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. L'idée de responsabilité, c'est en fait une idée de ici, dans le cas particulier, de comprendre, d'essayer d'identifier et de réagir face aux différentes problématiques qui ont pu amener la société à être confrontée à des actes de terrorisme et non pas seulement à juste vouloir essayer de cibler qu'un point particulier du problème. C'est ça en fait que je voulais dire quand je parlais de responsabilité. Mais il y a une vieille coutume de l'île, qui est unique en France, je crois en Europe, qui s'appelle le droit d'Arsin. Elle a existé du XIe jusqu'au XVIIe siècle, et les comtes de Flandre, les rois de France n'ont jamais réussi à supprimer cette coutume. Le droit d'Arsin, c'est le droit de brûler la maison d'un étranger
quand cet étranger commet une faute. Et donc, on brûlait sa maison. Alors évidemment, il y avait des conséquences souvent malheureuses. C'est que les maisons des voisins bourgeois lillois brûlaient aussi après l'exercice de l'arsen. Mais il fallait calmer l'ensemble de la population, notamment après un siège. Et que dans les sièges, il y a une fièvre particulière qui s'appelle obsidionale, c'est-à-dire un état de folie, parce qu'on n'a plus de vivres fraîches. Et donc, on a tendance un petit peu à se monter le bourrichon, parler d'une mentalité collective, d'une émotion collective. Eh bien, le droit d'arsen, qu'on a toujours cherché à supprimer à chaque fois qu'il y avait un nouveau comte de Flandre ou un nouveau suzerain, eh bien, on ne l'a jamais fait. Il s'est resté jusqu'au XVIIe siècle, XVIe ou XVIIe, parce qu'il fallait apaiser les esprits des Lillois. Je ne parle pas des gens qui habitent loin. Et à chaque fois, on disait, mais c'est totalement irrationnel. Totalement irrationnel. Et en plus, on risque de brûler tout le quartier, parce que les maisons étaient bâties en bois. Eh bien, le peuple lillois a fait de la résistance pendant très longtemps pour garder ce droit, c'est-à-dire le droit d'être apaisé en désignant un coupable. Et ce coupable, c'était ce qu'on appelle un forain au Moyen-Âge, qu'on appelle un étranger maintenant, et il y a beaucoup de ça dans ce bouc émissaire. Donc ça existait, vous parlez du droit, et bien voilà un droit émotionnel qui a été dans la coutume et qui nous concerne tous en tant que Lillois aujourd'hui. C'est un exemple Oui, tout à fait. assez saisissant. Mais on se rend compte que finalement, même si la société évolue, change énormément, elle change peu. On sûr. retrouve toujours ces mêmes dynamiques lorsqu'il y a une crise qui apparaît. Le charivari aussi, le charivari dans les villages du Moyen-Âge, notamment ici à Lille, mais partout ailleurs, c'était en cas d'adultère, eh bien, tout le village faisait une procession et allait désigner l'auteur de l'adultère. On le sortait de la maison et on le battait. Mais tout le village était donc responsable de la morale collective. Et on désignait, encore une fois, quelqu'un qui avait commis une faute morale, ou une faute juridique, hein, ça dépend. Mais l'ensemble de la communauté, comme vous le disiez, se sentait obligé d'avoir une action collective. Il fallait désigner quelqu'un. Mais est-ce que c'est pas similaire à cette, on peut dire, mœurs de vigilante, c'est-à-dire les groupes. C'est similaire à ça, Oui, en fait. Oui, c'est une mentalité collective où on a besoin de refaire, comme vous disiez, une cohésion de la communauté, mais elle a besoin de se refaire une cohésion sur le dos d'un autre. Parce qu'elle est incapable de régler son problème par la résilience, par l'auto-résilience. Donc ne pouvant pas le faire par auto-résilience, elle le fait par désignation d'un bouc émissaire. Oui, j'ajoute d'amplifier encore une fois, si tu permets. Oui, bien sûr. Nous sommes en train d'organiser une série d'événements de septembre à décembre sur les Noirs aux États-Unis, interuniversitaires, avec professeur Louis de Carbonnière et deux maîtres de conférence de l'île 3. Et quand tu parles de bouc émissaire ou cette question de victime où le gars la maison est brûlée, dans le cas des États-Unis, en 1857, il y avait un arrêt de la Cour suprême, attention, on parle de la Cour suprême des États-Unis, qui a dit que les Noirs ne sont même pas des humains. Ne sont pas humains. Et qu'ils ne sont pas esclaves parce qu'ils ne sont pas humains. Ils n'ont pas de droit de tout, en fait. On parle il y a 150 ans. Les Noirs ne sont pas humains. La Cour suprême a déclaré à l'époque, dans l'affaire de Dred Scott. Et aujourd'hui, on parle aux États-Unis Black Lives Matter, mais il y a un énorme débat là-dessus.
J'étais à Chicago où j'ai entendu un avocat dire, comme ça, blanc avocat dire qu'il faut tuer tous les Noirs. C'est très primitif comme mode de fonctionnement et de... Ou les Juifs, hein. Oui, C'est pas si vieux que ça. Hein. Oui. Non, c'est pas si facile. Mais c'est vrai que même sur le web, des fois on voit les gens se défouler sur les forums où ils en appellent aussi au meurtre des communautés voisines, etc. Ça, c'est de l'émotion. Ouais, c'est Donc, l'émotion. oui. C'est pour ça que le droit est important parce que Oui. le droit doit garder une certaine distance Ça garde-fou. pour essayer Oui. Donc, là, tu as le bouc émissaire et tu as le garde-fou. Est-ce que vous avez d'autres... Ouais. C'était assez difficile d'intervenir après vous. Mais On se tait. je vais peut-être apporter ma pierre à l'édifice, en tout cas ma modeste pierre. Quand vous parliez d'émotion et notamment de compréhension, moi ce terme tout de suite de compréhension m'a fait penser à une phrase du Premier ministre Valls, notamment dans l'hémicycle, présent dans l'hémicycle quand il y a eu le débat sur la déchéance de nationalité, qui disait que comprendre c'était excuser. Enfin comprendre, donc c'est excuser. Moi c'est un peu une phrase qui m'a fait hérisser le poil, parce que voilà, je pense que tout le monde est juriste dans cette salle, on peut tous se le dire, mais on a tous au moins une petite culture. Je pense que la compréhension dans notre système juridique français est absolument important, et je me dis, compréhension associée à l'émotion, est-ce que là on ne présente pas un certain danger, dans le sens où, je vais éclaircir ma pensée, dans le sens où c'est le législateur là, qui débat de cette déchéance de nationalité, comme le législateur, après le 7 janvier, donc les attentats de Charlie Hebdo, a débattu de la loi sur le renseignement. Donc toujours dans cette logique d'émotion, on essaye de mettre sur les bureaux des assemblées une solution que l'on pense être la seule, l'unique, selon laquelle toute la population, et notamment le législateur, doit se mettre comme une seule et même personne derrière sur l'autel de la concorde nationale. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'alerte quand même. La loi de renseignement est très importante, elle est aussi nécessaire, mais on n'en verra pas tout de suite les effets, notamment dans le droit. On verra ça certainement dans 10-15 ans. Et est-ce que cette réponse, parce que c'est quand même assez compliqué, hein, tout ça, même quand on prend le texte, la loi sur le renseignement, mais la déchéance de nationalité, attention sur la déchéance de nationalité, le premier vecteur qui nous vient tout de suite, ce sont les médias. Le premier vecteur qui nous vient aussi, moi quand j'ouvre mon PC, c'est Facebook, les réseaux sociaux. On a des petits articles avec de très très grands titres. On ne lit même plus les articles, on lit les titres, et puis parfois on partage. Et donc moi je me dis, voilà, attention à tous ces vecteurs qui nous entourent, et aussi peut-être... La crise, elle est due à une mauvaise réciprocité entre les différents acteurs qui interagissent à ce moment-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est en fait que dans la crise, on va avoir donc des personnes qui étaient au départ assez proches. Quand une guerre arrive, mon voisin devient mon ennemi, il y a un événement cristallisateur qui va bouleverser nos rapports humains, et ce voisin avec qui je dînais hier soir, le lendemain j'aurais envie de le tuer. Et donc du coup on voit que ça bouleverse les rapports humains. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, du coup, même si on trouve la source aussi externe de la crise, la source première de la crise, et qu'on essaie de lui apporter une réponse, on va se rendre compte que cette trouvaille ne va pas être suffisante. Qu'en fait, résoudre le problème premier qui a abouti à la crise n'est pas suffisant. Parce qu'il se sera développé une réciprocité entre les différents acteurs dans la crise qui nourrira en fait la crise elle-même. Du coup, la crise ne sera plus une interaction entre les acteurs extérieurs, des variables extérieures, des variables intérieures, mais se résumera à une sorte de dynamique interne. Donc du coup, où ne seront qu'importants que les rapports humains.
Et du coup, ces acteurs, Coleman, Valaché, donc ces scientifiques, nous expliquent que pour sortir de la crise, il est important de recréer en fait les conditions d'un équilibre en essayant de rapprocher les différentes populations. Et donc eux, leur idée, c'est quand même de recréer le dialogue en partant en premier lieu de petits groupes dans la communauté pour progressivement essayer d'amener la communauté à se réconcilier. Mais c'est quelque chose qui est très long. Ça prend vraiment un temps fou, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le conflit israélo-palestinien, on a essayé de mettre en place des processus de réconciliation au niveau des citoyens, au niveau des personnes qui occupent des postes importants dans la société, mais pas des personnes qui sont diplomates ou qui participent en fait à la gestion de la crise. Et malgré ces dialogues, qui existent déjà depuis plusieurs années, on se rend compte qu'on n'est toujours pas sorti de la crise. Et du coup, le bouc émissaire, lui, il a l'intérêt, c'est que il propose une solution beaucoup plus rapide. En fait, il va résoudre cette problématique de la réciprocité de la crise en disqualifiant finalement un acteur de la crise. Et c'est ça qui est assez intéressant dans l'idée du bouc émissaire, et c'est pour ça que très fréquemment on se rend compte que on préfère privilégier un bouc émissaire plutôt que de véritablement essayer de comprendre pourquoi on s'oppose dans un problème particulier et comment on pourrait imaginer réconcilier les différentes personnes entre elles. Donc, du coup, là, on se rend compte que le bouc émissaire, il est efficace pour tout de suite sortir des frustrations qu'on peut avoir dans un moment aussi particulier qu'est la crise. Et ce qui est assez fou, c'est que tout à l'heure, on disait que normalement, le droit, il avait quand même cette distance avec la société. Donc, on pourrait imaginer que le droit n'est pas trop soumis, finalement, à cette volonté de disqualifier tout de suite une partie de la population pour essayer de reconstruire une espèce de solidarité entre la communauté. Mais pourtant, l'État, parce qu'on est justement en démocratie et parce que tous les citoyens vont pouvoir donner à un moment donné leur avis, si ce n'est pas directement, indirectement par le biais des élections, l'État il va être obligé à un moment donné d'écouter la foule et du coup il va être obligé pour essayer de canaliser les émotions, pour canaliser les haines, de recourir à ce genre de logique du bouc émissaire. Mais c'est ce que je vous disais du coup tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut être palliatif, ça apporte une solution, mais ça ne peut pas non plus être complètement curatif. Ça donnera une solution à un moment donné, mais ça ne donnera pas une solution sur un temps assez long. Je pense que sur le reste, je vais passer. Du coup, ce qu'on peut se demander aujourd'hui, c'est comment essayer de proposer peut-être des moyens de résilience assez efficace, comment essayer de dépasser une crise sans être complètement soumis à nos émotions et à nos instincts grégaires. Je pense certainement que le monde scientifique a très certainement un rôle à jouer, puisqu'il est là aussi pour réfléchir. Lui, il a le temps, il n'est pas obligé de répondre à une problématique d'urgence. Donc, je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être encouragé. C'est quelque chose qui doit être aussi encouragé au niveau de la société, notamment grâce à la démocratie participative. Encourager le débat, amener les gens à dialoguer, c'est certainement important. Dans la société. Du coup, ça m'amène à ma conclusion. On se rend compte que dans la crise, c'est surtout l'instinct de survie qui revient et qu'on utilise généralement un bouc émissaire comme un symbole pour rassembler la société.
On peut se demander si c'est pas une certaine limite justement de la démocratie. Si on en arrive à cibler un bouc émissaire, c'est certainement parce qu'on n'a pas été capable à un moment donné d'organiser un débat contradictoire pour essayer de faire évoluer la société. Et j'avais lu la dernière fois dans un article qu'il y en a certains qui parlaient plutôt que de déchéance de nationalité, de déchéance des droits civiques, en disant finalement ce serait quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus approprié. Moi je ne suis pas forcément d'accord, mais j'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez et si vous aviez aussi des idées finalement pour essayer justement de sortir de la logique de crise et la logique du bouc émissaire à un moment donné. Donc je ne sais pas si vous voulez prendre la parole et si... Et en quoi la déchéance de citoyenneté serait une moins bonne solution que la déchéance de nationalité? La déchéance des droits civiques, justement, est-ce que ce serait une meilleure opportunité ou est-ce que c'est un peu lié? Mais pourquoi est-ce que vous pensez que ce serait pas forcément... Bah, je veux pas du tout, c'est pas une question oui, piège. non, bien sûr. Non, préciser. finalement, la déchéance des droits civiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de déchéance de nationalité à propos de personnes qui ont commis des actes terroristes et qui sont déjà hors de la société. Donc, en quoi les déchoirs de leurs droits civiques seraient les punir? Si on veut punir à un moment, si l'idée c'est de punir, en quoi ça peut être plus efficace? C'était plutôt là-dessus que je me disais que j'avais lu qu'il y en a qui proposaient cette déchéance des droits civiques, mais peut-être que je me trompe, peut-être que ça peut être efficace, et du coup, est-ce que ça peut vous faire réagir? La déchéance est efficace, ou une certaine déchéance. En fait, il y en a qui parlent de déchéance des droits civiques, plutôt que de déchéance de nationalité, en disant que finalement, déchéance de nationalité, le problème, c'est que c'est très compliqué, parce que, de toute façon, normalement, la personne doit être jugée, le temps qu'elle soit jugée, finalement, si elle a une autre nationalité, l'autre État aura le temps de déjà déchoir la personne de son autre nationalité. Du coup, on se retrouvera dans une situation où on ne peut plus déchoir la personne de la nationalité. Bon, bref, c'est quelque chose, c'est le serpent qui se mord la queue. Finalement, ça n'aboutit à pas grand-chose. Et il y en a qui disaient, du coup, déchéance de droits civiques, ça peut être intéressant parce que la personne, on la condamne, mais en même temps, on lui retire ses droits. Et ce qui est important, ce qui fait d'un Français un citoyen, c'est aussi justement ses droits. Et donc, en lui retirant, on le pénalise beaucoup plus qu'en proposant d'autres... Mais quelle sorte de déchéance dans ce cas-là? De retirer son permis de conduire, son droit de vote? Oui, oui, c'est ça, droit de vote, de ne plus pouvoir agir en tant que citoyen dans la communauté. Mais ça existait en France. Hein. Oui, ça existe déjà. Ça existe toujours. Oui, ça existe toujours pour des cas particuliers. Ce qu'on appelle l'indignité nationale. Ah non, la définition nationale n'existe plus, mais c'est la déchéance des droits civils et politiques qui est prononcée par le juge pénal. Oui. On parle juste après la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr. Il y avait l'indignité nationale. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les collabos en prison. Et au bout de 3, 4 ans, 5 ans, on les a libérés de la prison. Et eux, on dit, mais vous m'excluez quand même de la communauté, puisque je n'ai plus aucun droit. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rendu les droits. En Allemagne aussi. Et en Allemagne aussi. Après Nuremberg, tout Oui, à fait. Et donc, ça n'a servi à rien, parce qu'il a dit, mais moi, je ne peux plus vivre, donc dans ce cas-là, il faut que je m'en aille. Mais c'est moi qui décide de partir dans un autre pays. Donc, il faut savoir si on va l'appliquer véritablement. Oui, si c'est dissuasif. Donc, c'est pas véritablement une solution pérenne, enfin, à mon avis. Hein. Et c'est parce que la déchéance de nationalité c'est utilisé actuellement dans la plupart des pays d'Europe comme un outil préventif. Ça veut dire que quand on a des individus, soit qui se sont rendus coupables de délits ou crimes de nature terroriste, ou qui sont soupçonnés d'en commettre plutôt dans l'avenir, on peut décider de leur retirer la nationalité, et dans ce cas-là, ça permet très opportunément de les expulser vers le pays dont ils ont aussi la nationalité. C'est pour ça que normalement, ça ne concerne que les binationaux. Et en les retirant du territoire national, on fait cesser un risque considéré comme imminent d'un trouble à l'ordre public. Alors après, on peut débattre, mais la déchéance de nationalité, ce n'est pas une mesure symbolique en ce sens que normalement, elle doit servir à la prévention des délits et des crimes. Alors, c'est sans doute une très mauvaise solution, c'est pas en renvoyant quelqu'un dans un autre pays qu'en réalité on se protège réellement contre une menace, mais c'est ce que disent les Britanniques, les Français, beaucoup. Donc,
Quand le Premier ministre dit que le débat sur l'échange de nationalité est avant tout un débat symbolique, et je crois qu'il égare l'opinion publique, et ça n'a jamais été utilisé comme ça depuis les années 90 en France, lorsqu'on a déchu des individus pour des délits de terrorisme. Donc la déchéance de citoyenneté, elle, en revanche, elle n'est que symbolique. Donc elle remet le débat en cohérence et en conformité avec les déclarations de nos hommes politiques. Puisque la déchéance de nationalité, elle, ça n'est pas symbolique. C'est au contraire un outil préventif et ultra sanctionnateur. C'est la mort civile. Donc il faut être très prudent. Surtout quand elle conduit à l'apatridie, où là on est réduit à une condition d'animal humain, je crois, comme dit Patrick Veil, et il a raison. Et on ne respecte plus en plus les droits, enfin les conventions qu'on a signées, normalement avec l'apatridie. Alors on n'est pas lié complètement par les conventions internationales relatives, notamment la convention de 61 permet de faire des apatrides lorsqu'on s'est rendu coupable d'actes contraires aux intérêts fondamentaux de l'État. Donc il est possible en l'état du droit international de faire des apatrides. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Oui. Tout à l'heure, vous avez pris des exemples historiques sur le bouc émissaire, c'était très intéressant. Et je me disais, est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre la déchéance de nationalité et ce qui a été fait par l'Église, l'excommunication qu'il y avait au Moyen-Âge, en se disant finalement, on a eu pas mal de rois qui ont été excommuniés. C'était un moyen pour l'Église de faire pression sur le peuple, de dire au peuple, soulevez-vous contre ce souverain qui ne respecte pas les règles religieuses. Est-ce que la déchéance de nationalité, ça pourrait pas être finalement une sorte de rappel à l'ordre de l'État pour les personnes, à nouveau de manière préventive, qui connaissent quelqu'un qui va faire un acte terroriste, qui a fait un acte terroriste, et leur dire attention, ne le faites pas, sinon on vous retire cette nationalité. Finalement, un parallèle entre l'excommunication et la déchéance, ça serait un moyen préventif, prévenir les autres, hein. Ne faites pas ça. Moi, je le vois comme ça, plus que comme un bouc émissaire, finalement. Oui, d'où l'intérêt du coup de le mettre dans la Constitution, que ce soit vraiment symbolique et que ça touche, ça touche l'ensemble des Français et que ça permette de réfléchir. Est-ce que vous avez d'autres... Oui, sauf que les gens impliqués, je n'utilise même pas le mot criminel, mais aux terroristes, parce qu'ils ne se sentent pas terroristes. Est-ce que la déchéance de ce point de vue porte quelque chose? Parce que souvent les parents ne savent même pas que l'enfant est impliqué. Il y a plusieurs cas où les parents ne savent pas que leur enfant est impliqué. Donc, du point de vue sociologique, je me demande si c'est efficace. J'irais un petit peu plus loin encore et je dirais que c'est même un artifice complètement, un artifice total en fait de la politique, parce que c'est même un aveu d'impuissance des pouvoirs publics qui n'ont en fait rien compris à ce qui se passe comme tout le monde, qui n'ont aucune solution. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils tordent le droit en fonction de l'émotion, parce qu'ils estiment que la société veut des réponses immédiates et qu'on attend ça d'eux, c'est pour ça qu'on les élit. Et je trouve ça un peu... je suis pas du tout juriste, mais... Vous êtes quoi? Je suis journaliste. Ah, très bien, bonjour. Mais je trouve que la Constitution, ça a quand même quelque chose de... Enfin, c'est pas rien, quoi, la Constitution. C'est le garde-fou, c'est le sanctuaire. Et aller jusqu'à inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution, où est-ce qu'on en est vraiment? Est-ce que c'est ça la vraie question de droit aujourd'hui dans ce débat sur le terrorisme et la lutte contre le terrorisme? En fait, c'est ça que je me demande. Oui, surtout qu'en plus, pour aller dans ton sens, on se rend compte que... Moi, c'est la première chose qui m'avait choquée en fait quand on avait parlé de révision constitutionnelle et on avait proposé d'insérer cet article sur la déchéance de nationalité. C'est que normalement, en plus, la Constitution, elle est surtout là aussi pour organiser les rapports entre institutions et ne pas se mêler, se mêler de problèmes vraiment généraux de la société. Elle n'est pas là pour appliquer une règle précise sur une situation bien précise, ce que font très bien, même si c'est quand même des règles générales, mais ce que fait la loi, finalement, c'est plutôt le rôle de la loi. C'est vrai que la Constitution n'attend pas forcément ça de sa part. Ouais, c'est pas... ouais. Surtout que si on regarde le discours de Commandant à Versailles, en fait, c'est deux phrases séparées, c'est la révision de la Constitution pour y inscrire l'état d'urgence et la réforme de la déchéance de nationalité, mais c'est pas
À la base, lui n'a pas dit qu'il fallait inscrire dans la Constitution, c'est l'interprétation qui a été faite, à la fois par l'opposition et par les médias, qui a donné ça en fait. Oui, tout à fait. C'est pas les médias. Enfin, excusez-moi, je suis désolé. On les débat. Non, pas forcément les médias, mais je veux dire, c'est le. Ils considèrent que s'ils passent par la loi ordinaire, ils vont se prendre une censure du Conseil constitutionnel. Ouais, c'est ça qui les conduit à réviser la Constitution. Et ils se trompent. Je suis pas juge constitutionnel, Non, non plus, c'est pas génial. mais c'est vrai que ça paraît assez étrange. Surtout qu'en plus, quand on regarde le texte même, vous l'avez lu rapidement tout à l'heure, c'est très proche quand même de ce qui existe déjà dans les textes de loi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez étrange. Pas de garantie contre la patrie. Comment? Pas de garantie contre la patrie. Oui, bien sûr. C'est un point de vue. Oui, bien sûr, ça va plus loin. Mais c'est vrai qu'on peut se demander du coup pourquoi les autres textes sont dans une loi et pourquoi celui-là plutôt dans une constitution. Mais vous qui êtes juriste, cette loi, si ça rentre dans la Constitution, est-ce que concrètement ça va changer quelque chose? Combien va y avoir d'échéances par an? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Très certainement. Parce qu'on n'est plus dans le symbole. Très certainement rien. Rien du tout. Oui, c'est plutôt une idée de symbole en fait. C'est pas véritablement voué à être appliqué. C'est plutôt pour apaiser en fait cette peur, cette angoisse qu'il y a dans la société. C'est pour ça que j'avais trouvé le bouc émissaire intéressant. C'était justement parce qu'on voyait bien que parfois on utilisait le droit pour cet objectif particulier d'apaisement de la société. Et le problème fondamental est que les gens visés là ne sont pas dans notre univers, n'appartiennent pas à notre univers. Oui. Alors comment est-ce que tu peux inculper quelqu'un qui n'habite pas notre univers? Mais oui, finalement, ça n'a aucune résonance. Non, c'est pas vrai du tout. Des déchéances de nationalité dans les régimes autoritaires, c'est des gens qui sont parfaitement dans notre univers. Oui, dans les années 50 et 60, c'est des communistes, c'est des collaborateurs qui ont fait quelques actes pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est des centaines de personnes. Oui, je parle. Donc on en connaissait tous. Mais demain, la déchéance de nationalité, si elle est placée dans la Constitution, sans garde-fou, elle pourrait être utilisée comme ça. Et ce ne sera pas d'ordre symbolique. Et ça pourrait être des milliers de personnes. Les États-Unis, vous en parlez souvent, 150 000 déchus de la nationalité pour 50 années. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est pas d'ordre symbolique. Oui, je parle maintenant. Pour l'instant. Oui, c'est un symbole qui peut devenir arbitraire. Oui. Oui, mais je parle maintenant de gens visés là, les gens qui ont fait l'attentat, les gens qui habitent, Daesh. Mais on les connaît très bien, les 5 années déchus de la nationalité, c'est des gens qui ont une petite entreprise, qui ont été condamnés il y a 10 ans, et ils ont été déchus très opportunément il y a 6 mois. Ils sont parfaitement insérés, ils ont toute leur famille en France, c'est des gens qui sont parfaitement dans notre univers. Oui, mais les gens qui sont à Daesh, ils ne seront jamais ciblés par des déchéances de nationalité. Oui, mais c'est eux. Ouais. En fait, c'est ça. Ces dispositions pourront pas les concerner. C'est que pour le moment, on a imaginé cette évolution des textes pour répondre, et c'est ça qui est dangereux, et c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Normalement, le droit, c'est général, c'est pensé, c'est une abstraction qui est pensée, et on doit penser à tout ce qui peut se passer dans le futur, tout ce qui pourrait arriver, c'est quelque chose de réfléchi. Et là, le problème, c'est comme on se laissait un peu berner par nos émotions, on veut réagir du tac au tac, on se dit, bah voilà, on va cibler cette partie de la population, c'est important parce que voilà, de toute façon, ces personnes auront commis des crimes, c'est normal de les sanctionner. Mais en fait, on ne s'interroge pas sur la manière dont pourrait être utilisée la règle en fait plus tard et comment elle peut être interprétée. Et c'est vrai que finalement, pour l'instant, notre régime nous paraît quand même plutôt démocratique. Donc on se dit, bon, bah voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui servira à rien. Mais si le régime évolue un tant soit peu, si sur l'évolution sociale aussi, finalement, si la société se transforme, si on en arrive à un état de guerre, comment peuvent être appréhendés ces textes et du coup, le fait qu'ils aient été pensés à la base pour des personnes, pour vraiment plutôt pas vraiment pour cibler ces personnes, mais plutôt pour être un symbole pour apaiser la société, plus tard ils pourront être utilisés peut-être pour viser des personnes qui seront innocentes entre guillemets. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe. C'est ça qui nous montre aussi que le texte de droit c'est quelque chose d'important, mais ce qui fait le droit c'est aussi toute son interaction avec la société. Ouais. Excusez-moi, je me sens un peu perdue dans cette logique de bouc émissaire.
avec la déchéance de nationalité, puisque pour moi, clairement, effectivement, il y a un bouc émissaire en ce moment en France, mais dans la déchéance de nationalité, pour moi, cette théorie ne vaut pas grand-chose, en fait, puisqu'elle a beaucoup de limites. Et on se rend compte que même si elle est inscrite dans la Constitution, très bien, d'accord, mais c'est pas le bouc émissaire qui va jouer en soi. C'est voilà, une mesure du gouvernement qui veut se montrer très fort en réponse avec les attentats. Mais voilà, il n'y a pas pour moi voilà, il y a des binationaux qui ont été visés, mais qui sont forcément visés. Mais est-ce qu'on parle d'une communauté précisément? Est-ce qu'on parle enfin, je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment des limites, cette théorie dans la perspective de la déchéance de nationalité. Est-ce que vous avez d'autres... Ouais. Moi, je voulais réagir sur 3 points. Le premier qui a été invoqué sur l'impact éventuellement symbolique que pourrait avoir cette mesure. Je me posais la question quand même de savoir si cette mesure ne pouvait pas avoir un intérêt, entre guillemets, un intérêt pour le pouvoir étatique, de pouvoir contourner les jurisprudences de la CEDH, notamment en ce qu'elles interdisent, oui, ou en ce qu'elles restreignent la possibilité de renvoyer quelqu'un déchu de sa nationalité lorsqu'elle risque des mauvais traitements. Et dans ces cas-là, notre norme constitutionnelle pourrait s'imposer. Alors ça n'empêcherait certes pas les condamnations, mais ça pourrait éventuellement s'imposer. Et ça s'est vu notamment sur deux arrêts en France, pour lesquels nous n'avons donc pas pu renvoyer ces personnes déchues de la nationalité. Donc ça c'était le premier point éventuellement que je soulevais sur l'intérêt pratique. Le deuxième point c'était sur le phénomène de constitutionnalisation. Ce phénomène de constitutionnalisation, au final, ce n'est que le reflet d'une tendance, que certes on peut regretter, mais une tendance, oui, qui se veut, on ne peut plus contre-productive, puisqu'on amenuise la valeur constitutionnelle en y juxtaposant des choses qui n'ont rien à faire, par essence, dans la Constitution. Si ce n'est éventuellement de régir, effectivement, l'état de droit. Mais bon, à un moment donné, il y a effectivement une limite. Et le troisième point, c'est celui, lorsque monsieur, je ne connais pas votre nom, a dit que le PFRLR, le PFRLR, non pardon, que oui, je ne sais plus, désolé. Vous aviez évoqué le fait que le gouvernement se trompait de la censure, voilà, la censure constitutionnelle d'une loi ordinaire. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la jurisprudence constitutionnelle, mais il me semble que dans la motivation de la loi, du projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale, donc vous avez, puisque vous en avez lu des motifs, il y a la crainte de l'éventuelle reconnaissance d'un PFRLR et donc d'une censure qui pourrait être amenée, notamment, alors il me semble de tête, lorsque le gouvernement détaille l'éventail législatif et cela va dans le sens d'un avis que le Conseil d'État avait formulé où il avait indiqué expressément sous réserve de l'éventuelle découverte d'un PFRLR. Donc là, dans ces cas-là, effectivement, la constitutionnalisation pourrait se justifier par rapport à la loi ordinaire. Voilà. Oui. Mais oui, c'était un des arguments qui avait été en effet invoqué. Mais finalement, ça, oui, c'est... Est-ce que oui, c'était l'idée de le mettre dans la Constitution pour que ça devienne du coup légal, ouais, ce qui ne change pas grand-chose finalement la signification du contenu en fait de la règle en soi. Mais ce que vous faites référence, monsieur, c'est exactement ce que dit l'exposé des motifs, c'est l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui réserverait la déchéance de nationalité aux Français naturalisés. Et je vais vous faire une confidence, le gouvernement n'avait pas connaissance de 2 articles, les articles 23-7 et 23-8 du Code civil, qui permettent la déchéance de Français de naissance, et qui ont déjà servi, dans les années 50 notamment. Et c'est une erreur fondamentale, qui est dénoncée par plusieurs universitaires, dont Olivier Beau et Patrick Veil, et qui devrait normalement conduire le Sénat, dans 2 semaines, à revenir sur cet argument et à sans doute mettre un coup d'arrêt à cette révision constitutionnelle. La déchéance de nationalité a bien frappé des Français de naissance, historiquement. Il est faux. Ce principe fondamental, à mon sens, mais on pourra en discuter plus longuement, n'existe pas. D'accord. Oui, mais je ne suis pas... Non, mais qu'il existe, c'est simplement que j'avais lu qu'il pouvait éventuellement exister. Il est très grave que
le gouvernement, qui n'a d'ailleurs pas réellement été soutenu par le Conseil d'État, puisque si vous lisez bien l'avis, il est soutenu en 3 lignes, sans aucun détail, alors que normalement, quand on invoque un principe fondamental reconnu par la République, on précise quelle loi, quelle République. On n'a pas mention de ces éléments, ce qui met bien d'ailleurs sur la voie de la non-existence de ce principe. Donc, ouais, mais il faudra en débattre longuement. C'est un point crucial. Est-ce que d'autres interventions? Non? Bah écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à la conférence. Je vais faire un peu d'autopromotion. Si jamais vous avez été intéressé par la conférence, vous pouvez aller visiter mon blog avec lequel je réfléchis à l'actualité internationale avec un ami géopolitiste qui s'appelle système dynamique complexe au singulier.com. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi.